Les Alpes-Maritimes, et notamment le Mercantour, regorgent de randonnées plus incroyables les unes que les autres. Nous allons découvrir les lacs de Vence. Les points de départ sont multiples et se situent tous à partir de la route de la Bonnette. Un départ est possible depuis le hameau du Prat, à 1700 mètres d'altitude. Nous avons choisi de partir des parkings aménagés plus bas, à 1533 mètres d'altitude, pour atteindre le refuge de Vence qui domine le plus haut des lacs. Il faut alors compter normalement 3 heures de marche et 800 mètres de dénivelé. Notre petit groupe de 7 personnes, mené par l'accompagnateur en montagne Guillaume, est parti à 8 heures de l'aire de stationnement pour entamer l'ascension. Cette dernière se fait tranquillement le long du torrent de Vence. C'est Guillaume, un accompagnateur en montagne qui mène la marche. Il est rattaché au bureau des guides locaux, plus connu sous le nom de Guide Tiné Mercantour. Vous pouvez réserver directement à l'office du tourisme ou bien sur leur site internet. Il mène la marche et nous fait découvrir la faune et la flore du milieu naturel, mais aussi son histoire. En moins d'un quart d'heure, nous quittons le chemin principal pour bifurquer sur un sentier plus escarpé, direction le refuge. Notre accompagnateur continue de partager son savoir au fur et à mesure de l'ascension. Donc ça c'est l'absinthe. Ah non, c'est des orties. C'est Non, Artemisia, c'est Artemisia absentia. C'est le nom latin, machin. De la même famille, en beaucoup plus petit. Artemisia, je ne sais plus quoi. C'est le génépi. D'accord. Mais là on est beaucoup trop bas pour que ça pousse. Ça va pousser bien plus haut et sur des terrains vraiment rocailleux. Toute cueillette est interdite. Sauf en ce moment le génépi. Il y a un mois où on peut le cueillir, 80 brins par personne par saison. On voit qu'il y a un vallon là. Il y a deux pans qui se rejoignent un peu vers un point bas. Un vallon, donc alimenté par de l'eau. Là il n'y en a plus, mais à l'époque il y avait quand même plus de névé qui restait en été et il continuait à y avoir un petit torrent juste là. Les arbres derrière nous. Là on est à plus de 1600 mètres d'altitude, pas encore 1700 mais au moins 1600. On commence à quitter l'endroit où il y a des feuillus naturellement, donc il y en a encore un là. Mais il y a de plus en plus de conifères. Ceux-là, je sais pas si vous savez lequel c'est, parce que Sylvain en a parlé dans la petite intervention. Du mélèze. Ça c'est un mélèze. Ouais. On en verra plus haut là-haut là. Vous n'hésiterez pas à tripoter un peu les branches, c'est tout doux. Lui il va perdre toutes ses aiguilles à l'automne, ça va repousser au printemps. C'est celui-là qui a des super couleurs, orange, roux, fauve, ouais, à l'automne. Et en été, enfin au printemps, il va repousser avec ses petites pousses toutes fluo là. Ouais. Comme on voit les petites pousses, tout l'arbre est fluo comme ça. Donc on sait que c'est le printemps en montagne quand on voit ce fluo un peu partout. L'ascension se fait aisément. Les paysages traversés sont variés et chaque élément est prétexte à une histoire. Dans la nature, il y a souvent des associations entre des animaux, des végétaux. Et ça, Patrice, hier il y en avait plein, le pin sambro. Mais là ici, on n'en voit pas beaucoup. Celui-là, il vient d'en haut. Il a été arraché par des avalanches ou il y en a un qui est mort. Celui-là, c'est un pin qui est un peu spécifique, qui pousse plutôt en altitude. Ces aiguilles, normalement les aiguilles du pin c'est par 2 ou par 3 sur les sylvestres, les maritimes, les parasols, les crochets. Et celui-là, elles sont implantées par 5. Et donc celui-là, c'est le pin sambro ou la rolle. Ou dans les Alpes c'est la rolle. Ici c'est le pin sambro. Il est en association CEMBRO, sambro. Celui-là il est en association avec un petit oiseau de la famille des corvidés, le casnois moucheté. Le pin sambro, il vit plutôt en altitude, comme le mélèze, mais il a besoin de cet oiseau parce que ses cônes sont hyper denses, hyper costauds, hyper lourds, et ses pignons ne se disséminent pas naturellement avec le vent. Ça arrive des fois, ça peut, mais le casnois moucheté, il va décortiquer les cônes, il va récupérer les pignons, et il va aller planter ça à droite à gauche. Comme un écureuil, il va planter, il va cacher ça pendant l'été là. Printemps, été, jusqu'à l'automne, jusqu'aux premières neiges. Il a un espèce de système GPS, il arrive à trianguler avec plusieurs sommets. Un rocher ici, quelque chose. Et pendant l'hiver, il revient. Et avec son système de triangulation, il a une mémoire de dingo. Il arrive à retrouver quasiment toutes ses graines.
Après il en planque tellement qu'il n'a pas besoin d'aller les choper toutes pour se nourrir pendant l'hiver. Et celles qui récupèrent pas poussent. Ici, on est plus sur du pierrier. Et là, c'est quand même assez humide en montagne. Et la nuit, cette humidité qui est dans l'air, ça va cristalliser entre chaque pierre. Ouais. Il y a toujours un peu d'eau résiduelle. Et entre deux pierres, l'eau qui est comprise entre les deux portions de pierre, elle va cristalliser et faire des baguettes perpendiculaires à la surface des pierres. Donc si mes deux pierres elles sont comme ça, dans la pente, ça va se soulever comme ça. Alors pas autant. Hein. Et le matin avec le dégel, la pierre elle va retomber comme ça. Le lendemain elle va faire ça, elle va faire ça. Et ainsi de suite. Et celle qui est là, pareil. Et en fait on a des pierriers comme ça, qui bougent, qui avancent, petit à petit. Alors c'est sur des vidomes. Hein. Il faut 20 ans pour le voir avancer de quelques mètres. Hein. Que avec ce phénomène-là. Après, il y a le phénomène de gravité, il y a les avalanches qui emportent un peu, les autres pierres qui tombent du dessus qui vont créer une réaction. Mais ce phénomène-là, ça va faire que le sol n'est pas stable et du coup on a ces figures sur les mélèzes. Alors, sur les mélèzes, parce qu'ici c'est les mélèzes, mais sur les autres arbres, c'est le même principe. Sauvage. L'ail de l'ours, non? C'est pas l'ail de l'ours. C'est pas l'ail des ours, c'est vraiment l'ail sauvage, pas domestique. Et les gousses sont en bas. Et ça se mange en bas. Ouais. Bon, la fleur est pas super digeste, mais le. Donc là, il est un peu sec maintenant. Au printemps, il est bien agréable, mais les gousses se mangent bien. Alors la fleur aussi, mais elle est. Les gousses, elles deviennent plus grosses que ça? Non. Là, elles sont déjà bien grosses. Hein. Elles sont déjà bien grosses. Si on les épluche, voilà, dedans. Les gousses, c'est que je la mange. Donc c'est un peu raide, mais on peut le manger. Hein. Qu'est-ce qu'il veut manger pour le sandwich là? Le Mercantour regorge d'une faune riche. Les rayons du soleil commencent à peine à réchauffer le vallon et deux chamois pointent le bout de leur nez. De la même famille que les mouflons ou le bouquetin, il est facilement reconnaissable avec ses cornes et sa robe. On les retrouve dans les zones accidentées où ils sont particulièrement agiles. « 2h40 après notre départ, notre groupe arrive à un embranchement nous indiquant que les lacs sont proches. Il y a 15 000 ans, le dernier cycle de glaciation s'achevait. En effet, de gigantesques glaciers recouvraient autrefois ces montagnes. Ces mastodontes glacés ont profondément marqué les paysages de notre haut pays. Les vallées en auge, les roches moutonnées et autres blocs erratiques sont les témoins de ce passé proche. Nous arrivons à l'un des 5 lacs de Vins. De 6-7 mètres de neige quand même. Cette année, tu as vu jusqu'à 7 mètres là-haut. Là. Donc dès que ça fond, ça re-remplit. Mais ceux-là, d'année en année, ils s'assèchent pas du tout. Là, tu as une sacrée réserve d'eau. Il fait pas assez chaud pour que ça s'évapore beaucoup. Ça s'évapore quand même, mais c'est pas l'évaporation le principal départ d'eau. C'est plus le torrent qu'on a vu en bas là. Donc, le torrent, il est alimenté par ici là. Là, il y a une petite évacuation au milieu là. C'est la rivière qui a creusé. Ça remplit le lac suivant. Encore quelques minutes de marche pour arriver face au plus gros lac et profiter d'un repas bien mérité. C'est toujours actif, que ce soit pour puisque les océans continuent à se former, il y a forcément des endroits où il faut que ça disparaisse, soit ça rentre en collision. Donc les montagnes elles montent toujours,
Et ce qui va faire qu'elles vont rester à la même hauteur, c'est l'érosion permanente. Il faut imaginer qu'avant c'était bien plus haut. Ça s'est érodé petit à petit. Donc soit par gravité parce que tout ce qui pousse, plus ça pousse haut, il y a un moment forcément où ça doit retomber. Ça c'est les lois de la nature. Et ça peut pas pousser jusqu'à plus d'une certaine altitude. Juste parce que pour l'altitude qui sort de terre, il y a à peu près la même chose mais en quasiment 2 fois plus important en racines. Donc les chaînes de montagne, c'est assez impressionnant parce que ça sort, mais c'est aussi épais dans le manteau. Donc il y a vraiment une racine qui plonge. Ça fait comme ça quoi. Comme une dent, il y a vraiment la dent et la racine. Nous avons ensuite longé le lac pour rejoindre le refuge et ainsi profiter d'une délicieuse tarte aux myrtilles et d'un bon jus de pomme. Mais Saint-Étienne c'est à 1100 et Rabions 2500. Donc vous tapez 1400, 1400 rien que pour arriver au refuge. Là on a fait 800 pour monter au refuge. L'idéal c'est de le faire sur 2 jours. Vous montez, vous dormez au refuge du Rabions. Et après vous redescendez par un autre chemin, il y en a d'autres. Des truites sont souvent réinsérées dans les lacs d'altitude. Une technique appelée alvinage. Cette manœuvre se fait généralement en hélicoptère et permet d'aider les truites qui ont du mal à se reproduire. La pêche est autorisée l'été pour les lacs de montagne, même dans le Mercantour. Notre petit groupe entame la descente par le même chemin, cette fois au soleil. La rando, elle était assez kiffante. On a fait un tout petit peu moins de 8 heures, je crois, à 30 secondes près. On a fait une balade qui était assez régulière, assez agréable. On a vu un lac magnifique en haut, plusieurs lacs magnifiques en haut, pose au refuge assez génial. L'accompagnateur est juste énorme en termes de géologie. Je crois que, j'arriverai pas à retenir tout ce qu'on a vu, mais en termes de pierre, il nous a informé, pardon. Et sinon, super cool, quoi. Très très bonne expérience. Je sais pas encore quand on reviendra, mais ça serait cool de le refaire. Un incontournable sur la commune de Saint-Étienne-de-Tinée, accessible pour les petits et grands, cet itinéraire saura vous surprendre. Le Haut Pays niçois regorge de paysages magnifiques, à vous de partir à l'aventure.